Bonjour à tous, Jean-Baptiste David et Thomas Fertin. Merci d'être présents ce matin sur cette conférence sur le thème de comment réussir sa session d'entreprise. C'est la première conférence qu'on fait sur cette rentrée. On est ravis de tous vous avoir. L'idée de ces conférences qu'on fait de manière mensuelle, c'est d'apporter un petit peu de contenu sur nos différentes activités, notamment, principalement de M&A et de private equity. Pour rappel, je remettre un petit peu le cadre de nos activités. Le groupe WeDoIn est un groupe qui se concentre sur des activités de conseil financier. D'abord sur les activités historiques qui sont de la gestion privée, puis sur des activités de conseil en haut de bilan, c'est-à-dire la fusion-acquisition, et une dernière activité qui fait du conseil aux institutionnels et aux corporates qui ont besoin de solutions de gestion de trésorerie. Donc, on a ces trois activités qui sont toutes indépendantes les unes des autres et qui ont évidemment des liens forts et qui peuvent travailler ensemble quand cela s'y prête. Je dirige le groupe avec Mario Da Silva et Thomas Fertin s'occupe de la partie M&A et aujourd'hui va animer cette présentation sur comment réussir sa session d'entreprise. Pour les dirigeants, c'est un moment de la vie très importante. Donc notre groupe se positionne avant, pendant la session et après la session, puisqu'on est là pour accompagner sous forme de l'investissement en private equity les sociétés pour qu'elles se développent. On est également là pour activer des leviers pour faire des croissances externes, financer les sociétés quand elles ont besoin de faire des LBO. Au moment de la session, on accompagne les dirigeants dans la session de leur entreprise. Et on accompagne également les dirigeants à titre personnel quand le cash doit être réinvesti, éventuellement en private equity. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le dirigeant, que ce soit sur son patrimoine personnel ou privé. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la session d'entreprise. C'est un moment très important parce qu'une fois qu'on a construit une belle entreprise et qu'il faut la céder, c'est pas facile. On est vraiment un moment charnière et surtout on n'a pas le droit de se tromper parce que quand on vend une entreprise, on a une cartouche, je dirais, c'est un fusil à une cartouche. Une fois qu'on a annoncé à tout le monde que l'on vend, le marché est au courant et il faut qu'on trouve une solution de sortie par le haut. Si on n'y arrive pas, on aura beaucoup de mal à retenter une seconde fois. Donc, l'idée, c'est d'aborder les différents éléments clés pour réussir sa session. Je passe la parole à Thomas Fertin. Bonjour à tous, Thomas Fertin, je dirige WeDoIn Corporate Finance. Le plan de cette présentation va être le suivant. On va vous présenter un petit peu le marché de la fusion-acquisition. On va faire un petit laïus un petit zoom sur le marché de la transaction d'entreprise malgré le Covid, parce qu'on entend un peu de tout et le but du jeu, c'est de vous faire un point d'étape. Après, on va vous présenter ce qui constitue un projet de transmission d'entreprise. Qu'est-ce que ça représente? Comment est-ce qu'on construit son projet? Comment est-ce qu'on valorise son entreprise? Et après ça, on aura un témoignage d'un ancien chef d'entreprise qui est maintenant aujourd'hui à la retraite, qui a transmis son entreprise et du coup qui va nous témoigner un peu de son expérience. Très rapidement, WeDoIn Corporate Finance, on est une équipe maintenant de 6 personnes qui sont dédiées à plusieurs missions, que sont l'acquisition d'entreprise, la transmission, on est d'un côté ou de l'autre, soit on va accompagner des dirigeants qui veulent racheter d'autres entreprises, soit on va accompagner des dirigeants qui souhaitent la transmettre. L'accompagnement stratégique, il s'agit d'accompagner au long terme des entreprises dans des opérations, de multiples opérations de croissance, par exemple, qu'elles soient organiques ou externes, donc le rachat d'autres entreprises. On fait également une petite activité de levée de fonds avec nos fonds partenaires ou les membres actifs du marché de la levée de fonds en France. Donc ça peut être des petits fonds ou des fonds nationaux, régionaux, bancaires ou nationaux, et également de l'ingénierie financière. Ça, c'est quand il s'agit de faire sortir un actionnaire majoritaire
majoritaire ou minoritaire dans une entreprise, des directeurs généraux qui souhaitent racheter l'entreprise de leur patron, etc., etc. Voilà, on intervient. Dès qu'il y a un mouvement capitalistique, il faut se dire qu'on peut intervenir. Notre processus de travail est assez simple. L'idée, c'est de pouvoir rencontrer les dirigeants et actionnaires d'entreprise pour construire le projet. Le vrai objectif, c'est de démarrer d'une base, c'est de se dire, bon ben voilà, je veux faire ci, pourquoi, comment, et comment est-ce qu'on va faire. C'est surtout ça. Ensuite, on a tout un travail, nous, d'analyse financière, d'analyse juridique, de possibilités fiscales également des opérations. Après, il y a une activité de commercialisation. Quand on fait une levée de fonds, il faut trouver les fonds en question. Quand on veut vendre une entreprise, il faut trouver les acquéreurs. Et quand on veut acheter une entreprise, il faut trouver les vendeurs. Et ça, c'est toute une activité de réseau, mais également de prospection des individus, du marché, pour pouvoir mener à bien les opérations. Une fois qu'on a trouvé l'acquéreur, le vendeur ou le fonds d'investissement qui a envie d'investir, il y a tout un travail de négociation et de coordination. On y reviendra tout à l'heure, mais grosso modo, il ne s'agit pas uniquement de se mettre d'accord. Il y a un certain processus juridique, on ne peut pas s'en passer, et du coup, il y a différentes étapes, il y a différents intervenants. Il y a des auditeurs, il y a des experts comptables, il y a des avocats, des deux côtés. Donc, un closing, il faut savoir qu'il y a 6, 7, 8 personnes. Mon record, c'est 17 personnes sur un dossier qu'il faut coordonner parce qu'ils ont tous des intérêts différents, parfois contraires. Et le but du jeu, c'est que l'intermédiaire puisse faire en sorte que tout le monde avance dans le même sens et tout le monde respecte les délais et que, grosso modo, le projet se fasse. Jusqu'au closing, où les vendeurs sont contents de vendre, les acheteurs sont contents d'acheter, on se met tous d'accord autour d'une table et on boit une petite coupe de champagne. Voilà, c'est la partie la plus sympa. Concernant le marché, on en est à notre 18e mois de crise sanitaire. Il y a eu 3 confinements, il y a eu le quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, si on doit faire un point d'étape, où est-ce qu'on en est? Il n'y a jamais eu autant de liquidité sur les marchés. C'est-à-dire que tout le monde a fait un PGE, aussi bien ceux qui n'en avaient pas besoin que ceux qui en avaient fortement besoin. Il n'y a jamais eu aussi peu d'entreprises en état de cessation des paiements. Il n'y a jamais eu aussi peu de faillites. Donc techniquement, aujourd'hui, le marché il est le suivant. Tout le monde a de l'argent, plus ou moins. Les riches sont encore plus riches, donc ils ont des opportunités d'investissement. Les pauvres sont moins pauvres pour l'instant. Les PGE ne sont pas encore commencés d'être remboursés. Il y a un moment où il va y avoir un effet ciseau, c'est certain. Il n'y a qu'à voir le mercato qui se fait d'un point de vue dans les cabinets de restructuration. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde est en train de placer ses billes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2018, on a eu les gilets jaunes. En 2019, on a eu les grandes grèves. En 2020, il y a eu le Covid. Les dirigeants, il y a un état de ras-le-bol qui se constate. On a des vendeurs de plus en plus jeunes. Nous, notre âge moyen de cédant, c'est 56 ans. C'est pas un âge pour partir à la retraite. Sur la vingtaine de dossiers qu'on a à la vente, on a 2 cédants pour un départ à la retraite, ce qui est très peu. Normalement, c'est la règle des 80-20. Voilà, on a un ras-le-bol général des dirigeants qui disent bon, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je vois pas 15 jours, j'ai aucun moyen de savoir ce qui va se passer, donc je préfère vendre aujourd'hui. Et on en a un actuellement, c'est pour aller créer par exemple un écolodge pour faire de la pêche à la truite dans les Pyrénées. C'est un dirigeant d'une entreprise industrielle qui a 40 salariés, qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Son rêve aujourd'hui, c'est plus d'avoir une usine, c'est d'avoir un écolodge. Tout ça pour vous dire que le marché actuellement, c'est des jeunes qui vendent, ils n'ont pas le couteau sous la gorge, donc ils sont très exigeants, ils vendent très cher. Les valorisations sont en train d'exploser, parce qu'également, ce qui alimente de l'autre côté, c'est que les gens ont beaucoup de liquidités. Donc, ils peuvent être amenés à payer plus cher les entreprises. Une fois qu'on a dit ça, on a fait une bonne partie du chemin, mais il en reste encore un petit peu. Comment est-ce que c'est le processus de vente d'une entreprise? D'abord, il faut cadrer le projet. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle est mon entreprise? Comment est-ce que je vais la vendre? À qui je vais la vendre? Et dans quelles conditions? Ensuite, il faut se dire, voilà, quel est le prix auquel je suis prêt à la céder? Et quel est mon prix auquel j'aimerais la céder? Parce que c'est 2 choses différentes. Il peut y avoir une fourchette ou un râteau. L'essentiel, c'est de se mettre d'accord d'abord sur la fourchette de prix. Après, il faut commercialiser, donc il faut faire savoir au marché qu'on est à vendre, parce que c'est pas le tout de dire « je suis à vendre », il ne va pas y avoir des acheteurs qui vont se précipiter sur le parking pour venir acheter l'entreprise. Il faut le faire savoir.
Alors intelligemment, le but c'est pas d'aller voir la terre entière en disant je suis à vendre, et l'idée c'est de se dire bon bah voilà, quelles sont les personnes qui sont susceptibles de vouloir m'acheter. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, il faut faire des études préliminaires et des visites, c'est-à-dire que c'est pas le tout d'aller voir des personnes en disant bah je suis à vendre. Ah ok, moi j'ai envie de te racheter. L'idée c'est de se dire bon bah voilà, dans quelles conditions est-ce qu'on peut le faire? Voici mon outil économique, voici mon entreprise. Alors, la plupart du temps, les visites sont anonymes. On ne sait pas qui sont les acquéreurs. Souvent, on se fait passer pour des banquiers, des assureurs, etc., etc. Le but, c'est pas de mettre le bazar dans les entreprises. On peut arriver à faire des processus de vente en tenant informer les salariés au dernier moment. Bon, une fois qu'on a visité l'entreprise, qu'on s'est mis plus ou moins d'accord sur les différents éléments, on matérialise ça par une LEI. Une LEI, Letter of Interest, c'est bonjour, je suis intéressé par votre entreprise, je voudrais la racheter selon telle et telle condition. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais il y a notamment le prix, il y a d'autres conditions, etc., etc. L'essentiel de la LEI, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on demande l'exclusivité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être mis en concurrence avec les copains. C'est voilà, c'est vous et moi. Maintenant, laissez-moi le temps de faire convenablement le travail pour acheter votre entreprise. Mais si on doit tous les 4 matins être mis en concurrence avec un nouvel entrant, c'est injouable. Parce que notamment, il faut faire des audits. Parce que c'est pas le tout de dire je veux acheter votre entreprise. Il faut vérifier ce qu'on achète. Les audits, en résumé, c'est un auditeur qui m'a appris cette phrase que j'aime beaucoup. On va aller auditer la réalité des actifs et l'exhaustivité des passifs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on achète et qu'est-ce qu'il y a comme passif en face, comme dette, fournisseur, social, fiscal. Et même des dettes financières. Une fois on s'est mis d'accord donc sur les grands éléments, qu'on a fait des audits, qu'on vérifie que la société est saine et correspond à l'image qu'on en a eue, on fait un compromis de cession. Le compromis de cession, c'est on fixe dans le marbre, de manière exhaustive, tous les éléments de la cession. À la différence qu'il y a des étapes, ce qu'on appelle des conditions suspensives. Notamment, on doit aller mobiliser des fonds, on doit informer les salariés. C'est une obligation légale, c'est la loi Hamon de 2018. Où on est obligé d'informer les salariés que la société est en vente. Et eux doivent nous informer qu'ils ne veulent pas l'acheter. Mais bon, ça on y reviendra. Mais voilà, il y a un certain nombre d'éléments. On fait un acte définitif, sauf 2-3 petits points qu'il faut faire avant la cession. Le point le plus important, et aujourd'hui le nerf de la guerre, le financement. Comment est-ce qu'on fait pour financer une acquisition ou une vente d'entreprise? Et une fois qu'on a l'argent, qu'on a informé les salariés, qu'on a levé les cautions, les machins, les trucs, les chouettes, eh bien on a le jour du closing. Le dirigeant part avec un chèque, l'acquéreur part avec les clés d'une société. Il y a différents types d'acheteurs, et ça c'est important. On a les repreneurs individuels, on a les managers qui peuvent racheter des entreprises, on a ce qu'on appelle les industriels, c'est-à-dire les confrères. Alors, ça peut être les concurrents directs, ça peut être les concurrents indirects, ça peut être les fournisseurs, ça peut être les clients. Mais ce qui compte, c'est une entreprise, personne morale, qui rachète une autre entreprise, personne morale. Et ensuite, il y a les financiers, ça peut être les banques, les fonds d'investissement, des investisseurs qui ont des holdings, ce qu'on appelle des family office. Ça peut être tout un tas de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un repreneur individuel, 90% d'entre eux, ils vont pouvoir se positionner sur des sociétés entre 0 et 2 millions d'euros de valeur. Au-delà, ça va commencer à devenir un peu compliqué. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire que c'est plus compliqué. Les managers, souvent, on n'y pensait pas. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance de marché à faire des MBO. C'est d'ailleurs le sujet de notre dernière conférence, il me semble, sur le management buyout. C'est les dirigeants de l'entreprise, les managers, les numéro 2, numéro 3, numéro 4, qui s'associent pour racheter l'entreprise de leur patron. Ça, on le voit de plus en plus. Ça permet de sécuriser un certain nombre de choses. C'est des belles opérations, généralement, c'est des belles histoires. Et c'est vrai que nous, à titre professionnel, on aime beaucoup ces sujets-là parce que aussi bien les acquéreurs que les cédants se connaissent par cœur et connaissent par cœur la société. Donc ça fait généralement des belles opérations, des belles histoires. Donc les managers peuvent racheter soit de manière majoritaire, c'est-à-dire qu'ils deviennent principal propriétaires de l'entreprise pour des boîtes de 0 à 5 millions d'euros. Et ils peuvent se positionner sur des boîtes de 5 à 20 millions, sauf que généralement, ils deviennent minoritaires. Il y a un acteur financier, un sponsor financier, qui devient propriétaire majoritaire de l'entreprise avec les managers. Les industriels, il faut se dire que globalement, de 0 à 50 millions d'euros de valeur, vous pouvez avoir un intérêt pour eux. Ça s'appelle de la croissance externe. C'est pas une règle immuable, mais généralement, quand on est sur une tranche
de 1 à 50, les industriels se penchent sur le dossier. Et ensuite, les financiers, donc les fonds, les investisseurs, etc., il faut avoir des boîtes qui ont déjà une certaine taille pour pouvoir y prétendre. Alors, généralement, d'un point de vue financier, c'est eux qui payent le plus cher. Par contre, ils auront un suivi un peu lointain. Ils ne seront pas tous les matins pour ouvrir l'entreprise et aller prendre la température des bureaux. Ils sont là pour placer de l'argent. Ils achètent une entreprise parce qu'elle est rentable, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle a un facteur différenciant sur son marché. Mais voilà, c'est une sorte d'acheteur qui existe, il faut le savoir. C'est ceux qui payent le plus cher, mais ce n'est pas forcément d'un point de vue purement corporate la solution qui est privilégiée généralement. Bon, le MBO, j'en ai un peu parlé rapidement, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet de pérenniser les entreprises, plutôt que d'avoir un tierce qui ne connaît pas l'entreprise, qui va devoir prendre la température, comprendre comment les ateliers fonctionnent, etc., etc. Le fait de faire acheter sa société par les managers, ils sont déjà dedans, tout le monde les connaît, ils connaissent l'entreprise sur le bout des doigts, souvent les banquiers les connaissent. Enfin, voilà, c'est des opérations qui peuvent aller très vite, qui peuvent être plutôt sécurisantes pour tout le monde, et ça permet justement d'éviter d'aller faire l'activité de commercialisation, d'aller chercher des tierces externes pour les racheter l'entreprise. Bon, comment est-ce qu'on cadre son projet de cession? On est dirigeant d'entreprise, voilà, j'ai décidé, je me suis levé ce matin, j'en ai ras-le-bol, je veux vendre ma boîte. Ou finalement, je me rends compte que l'année prochaine, je vais pouvoir partir à la retraite. Comment je fais pour vendre mon entreprise? Déjà, la question, c'est qui va l'acheter? Est-ce que c'est un investisseur? Est-ce que c'est un confrère? Est-ce que c'est un financier? Un membre de ma famille? Ça peut être également une des possibilités. Ou au salarié? C'était le point juste avant, le MBO. Après, dans quelles conditions? Est-ce que je vends toute mon entreprise? Ou est-ce que j'en vends une partie? Est-ce que je réinvestis? Est-ce que je suis prêt à vendre à échéance, etc., etc. Souvent, l'immobilier est un sujet. Est-ce que l'immobilier est détenu par le dirigeant dans une SCI à part pour faire un peu de patrimoine personnel? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le vend? Etc., etc. De manière générale, quand vous avez un outil industriel qui a été construit autour d'une activité, celui-ci n'a de valeur que parce qu'il y a une activité dedans. Donc, ma préconisation, pas une règle immuable, mais c'est ma préconisation, il vaut mieux vendre l'immobilier avec. Ça fera plus de valeur, parce que si demain, celui qui rachète fait tomber la boîte, fait des bêtises et la société se retrouve à être liquidée, vous vous retrouvez avec un ensemble immobilier sans activité à l'intérieur, ce qui est dommage. Là, ce point-là, c'est un point très important. On peut être plasturgiste, on peut être fondeur, on peut être chaudronnier, on peut être agence de marketing, on peut être vendeur de copieurs, on peut être X, Y. La question, c'est pas vraiment ça votre métier, c'est votre code NAF finalement, c'est votre code d'activité. Mais mon métier, c'est pourquoi est-ce que les clients viennent me voir? Il faut savoir que souvent, par exemple, un plasturgiste, on ne va pas le voir parce qu'il a une usine avec des belles machines pour faire fondre du plastique et le mouler. On vient le voir parce qu'il a un bon bureau d'études, parce qu'il a un vrai savoir-faire sur tel polymère, parce que, etc., etc., etc. Le but du jeu, c'est de se dire pourquoi est-ce que les clients viennent me voir moi plutôt qu'un autre. Et une fois qu'on a compris ça, et bien finalement, on a compris la valeur de son entreprise. Quel est le métier de ma société? Ça revient un peu au même. Est-ce que j'ai un seuil de taille intéressant pour me vendre? Il y a des très belles boîtes. On a le cas actuellement, une société un peu petite qui fait malheureusement que 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui a une rentabilité extraordinaire, au-delà des 60%. Bon, on s'est dit, la boîte, elle est facile à vendre, elle est petite, elle est extrêmement rentable, etc., etc. Et tout le marché nous a répondu, vous êtes trop petit pour nous. La boîte n'est pas assez structurée. Alors oui, elle est extrêmement rentable, mais pas assez structurée. Donc finalement, pour cette société-là, on voulait la vendre à des industriels. On est allé voir des repreneurs individuels qui, pour eux, encore une fois, entre 1 et 2 millions d'euros, c'est la bonne taille de boîte, c'est exactement ce que je recherchais, etc., etc. Encore une fois, quand on cadre le projet, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de certitudes. Finalement, il faut faire évoluer le projet. Et voilà, finalement, si on est trop petit pour un industriel, eh bien, l'étape d'avant, c'est le repreneur individuel. Est-ce que ça vaut pas le coup de se poser la question? Bon, là, il s'avère que c'était une bonne solution a priori. Quel sera le projet du repreneur? Est-ce que le but, c'est de détricoter l'entreprise? Est-ce que c'est de la promouvoir? Est-ce que c'est d'acheter un savoir-faire, etc., etc. Ça revient à quelle est la valeur de ma société. Toutes ces questions-là, il faut se les poser avant. Pour faire le profil type, il faut identifier quel sera le meilleur acheteur pour ma société.
Parce que, encore une fois, deux acheteurs différents peuvent avoir deux idées totalement différentes de l'entreprise et peuvent avoir des projets totalement différents et du coup une valorisation totalement différente. Encore une fois, on ne va pas payer le même prix quand on achète une entreprise pour aller chercher uniquement le savoir-faire et après le reste, on s'en fiche, ou alors pour avoir le porte-étendard d'un groupe ou d'une société pour en faire vraiment quelque chose pour le développer. Les deux prix, les deux projets vont être complètement différents, alors qu'on parle de la même société à la base. Quel est mon rôle au sein de la société? Ça, c'est une question très importante qu'il faut se poser en tant que dirigeant et ou propriétaire, ou uniquement propriétaire d'une entreprise. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise mais que vous n'y travaillez pas, techniquement, vous pouvez vendre vos actions, il n'y a pas trop de risques. La boîte tourne sans vous, il n'y a pas de problème. Sauf que si, à l'inverse, vous êtes le chef comptable, le chef commercial, le chef gestionnaire, vous allez sur les chantiers et c'est vous qui avez le savoir-faire dans les mains, là, ça va être beaucoup plus difficile de vendre la société parce que finalement, vous êtes complètement à l'intérieur de la société et vous êtes difficilement détachable. Ai-je un numéro 2 pour conforter la vente? Ça, c'est une question qu'on a aujourd'hui énormément. Je vous l'ai dit, le marché est très, très haussier. Donc, les gens sont prêts à payer cher les boîtes. Par contre, ils veulent des garanties, ils veulent des sécurités. Et en ce moment, moi, quasi systématiquement sur tous mes dossiers, j'ai la question, est-ce que le numéro 2 aurait les épaules en cas de problème pour conforter, structurer la boîte? Le risque qu'on a quand on vend une société, c'est que le dirigeant incarne un peu trop la société et que s'il part, la société soit chahutée. Et quand on est chahuté, eh bien, on a besoin de bonnes bases pour pouvoir structurer tout ça. Et souvent, ça se reporte sur le numéro 2. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument avoir un numéro 2, mais ça veut dire qu'il faut y penser. Voilà, c'est la question qu'on aura. Quels sont les éléments clés de mon entreprise? Est-ce que c'est sa taille? Est-ce que c'est son savoir-faire? Est-ce que c'est son positionnement géographique? Est-ce que c'est la qualité de ses clients? Est-ce que c'est la multiplicité de clients? Etc., etc., etc. Est-ce que j'ai besoin d'un conseil pour m'accompagner dans cette transmission? Donc là, je vous alerte, chacun son métier. Vendre une entreprise, ça arrive 1, 2, allez, peut-être 5 fois dans une vie, grand maximum. Un dirigeant n'en a pas l'habitude. On se dit toujours, mais je connais ma boîte par cœur, qu'est-ce que un analyste financier va pouvoir apporter? La réponse, elle est, moi je me prétends pas plasturgiste, fondeur, vendeur de télécopieurs, etc., etc. J'apprends ces métiers-là. Par contre, moi, mon métier, c'est de valoriser des entreprises, trouver des acheteurs, les convaincre et coordonner le projet. Si on veut vraiment bien valoriser sa société, si on veut vraiment faire une belle vente, eh bien, c'est important de faire confiance à des vrais professionnels qui ont l'habitude de le faire. Encore une fois, nous, on a une 60aine de dossiers par an, qu'on ouvre, qu'on ferme, etc., etc. On a un poil plus l'habitude que des dirigeants qui vont le faire une fois dans leur vie. Et encore une fois, Jean-Baptiste l'a dit, on a un fusil et une balle. Il ne faut pas se tromper quand on vend sa boîte. Bon, une fois qu'on a cadré son projet, je veux vendre ma boîte à un repreneur individuel parce que j'ai un bureau d'études qui est extraordinaire, j'ai des beaux clients, je suis pas trop dans la société, etc., etc. Il faut identifier les risques et les opportunités. C'est pas parce qu'on a un très gros risque que la boîte est invendable. C'est pas parce qu'on a une très très belle opportunité que la boîte vaut 25 fois son prix. L'idée, c'est de pouvoir étalonner. Une entreprise, c'est une matière vivante. Ça évolue tous les matins. Tous les matins, on peut avoir un départ, on peut avoir un client qui s'en va, on peut avoir un nouveau gros dossier, etc., etc. Quand on va couper le cordon, on doit matérialiser la vente, c'est d'être dans une bonne mesure. Et c'est pareil, un risque peut être transformé en opportunité et l'inverse est également possible. Est-ce que l'entreprise est un titre personnel? Est-ce que les clients viennent parce que c'est le dirigeant? Ou est-ce que les clients viennent parce que c'est le savoir-faire? Ça, c'est un truc important à savoir. Parce qu'une boîte avec un gros intitut personnel n'est pas forcément invendable, mais elle sera plus difficilement vendable. Est-ce que mon top 10 clients, mon top 10 fournisseurs est bien réparti? Si le top 10 clients est inférieur à 50% du chiffre d'affaires, grosso modo, on dit que le risque est mesuré. Alors attention, le premier client ne doit pas dépasser 25 points. 13 points, on est déjà bien. Ça ne veut pas dire que c'est invendable. Moi, j'ai déjà vendu des sociétés. Le premier client, c'était 55 points du chiffre d'affaires. L'acquéreur a pris son risque. Top 10 fournisseurs, exactement pareil. Si vous êtes distributeur exclusif d'une marque, quelle est la relation avec le fournisseur? Si 100% de votre chiffre d'affaires dépend d'un seul fournisseur, quelle est la relation avec lui? Quelle est la pyramide des âges de mon entreprise? Est-ce que je vais devoir prévoir 40 départs dans les 2 prochaines années? Ça risque d'être compliqué. Il faut penser à renouveler, à avoir systématiquement des petits jeunes qui se font former par les moins jeunes. Quelle est la tendance et perspective de mon secteur? Est-ce que j'ai un secteur qui est ultra déficitaire, tout le monde est en train de mettre la clé sous la porte, etc., et je veux me vendre? Est-ce que c'est la bonne idée tout de suite? Est-ce qu'il ne faut pas attendre que je sois le dernier des Mohicans
pour vendre ma boîte, parce que là, elle prendra de la valeur. Ou à l'inverse, on est sur une tendance qui est ultra haussière, mais est-ce qu'il vaut mieux prendre la vague tout de suite ou demain? Qu'est-ce qui fait la valeur de mon entreprise? Bon, ça, je vous en ai parlé. Quel est le vrai métier de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des valeurs hors bilan? Ça, c'est une question très importante. Souvent, pour des questions de fiscalité, les marques, les sites internet, les brevets sont détenus à titre personnel par les dirigeants. Ça, c'est un élément très important. Il vaut mieux le remettre dans l'entreprise parce que si vous vendez, vous êtes une marque de cosmétiques, l'entreprise vaut parce que la marque a une réputation. Si vous détenez la marque à titre personnel, l'entreprise ne vaut rien. Il faut mettre la marque dans l'entreprise. Et également, si je veux absolument me vendre à mes managers, par exemple, ou à un repreneur individuel, parce que je veux pas que mes concurrents sachent que je suis à vendre et je veux pas aller voir les financiers, est-ce que mes potentiels acquéreurs auront les moyens d'acheter mon entreprise? C'est un élément très important. Maintenant, le nerf de la guerre. Comment est-ce qu'on valorise une entreprise? C'est un élément important, c'est toujours un sujet vaste de débat. Ce qu'il faut retenir, c'est que une valorisation, ça se prépare, ça se négocie. Le but du jeu, encore une fois, une entreprise est une matière vivante, c'est-à-dire qu'une valo à un jour A ne sera pas forcément la même au jour B, et également ça dépend d'énormément de choses. Si j'ai une boîte avec un très fort intitut personnel, mon premier client c'est 90% du chiffre d'affaires, il est là uniquement pour moi, que je détiens toutes les marques à titre personnel, j'ai une pyramide des âges, tous mes salariés ont 60 ans, etc., etc. J'ai beau avoir la boîte la plus rentable du monde, techniquement sur le papier, elle ne vaut rien. À l'inverse, je peux avoir une boîte pas très très rentable, mais on peut l'optimiser, on peut arranger des choses, etc. Par contre, j'ai plein de jeunes qui se font former par les moins jeunes, j'ai un carnet client hyper réparti, etc., etc. Là, ça vaut de l'argent. Quand on part en combat, on part préparé. C'est-à-dire, je sais quelle est ma fenêtre de tir, je sais quelle est ma fenêtre de condition, je sais ce sur quoi il faut que j'appuie, je sais ce sur quoi il faut que j'alerte quand même, sans trop insister. Il faut que j'identifie les points de négociation. Voilà. Ça, par contre, je sais que ce sera immuable, on ne peut pas y toucher. Par exemple, moi, actuellement, j'ai un cédant. Le jour où il a vendu, il veut partir. Il ne veut pas accompagner l'acquéreur. C'est un point plutôt négatif. Parce que, bien entendu, les acheteurs, souvent, veulent garder le dirigeant sous le coude en se disant, voilà, j'ai besoin d'aller voir les gros clients, j'ai besoin de rassurer les salariés, etc., etc. Et également, définir le montage de reprise. Je veux vendre ma boîte extrêmement cher, peut-être qu'il va falloir que je la vende en 2 temps, plutôt qu'un seul, parce que sinon ça va être trop gros, et ça va être indiluable ou infinançable. Bon, ce slide très pénible, pour vous dire qu'il y a autant de méthodes de valoriser une entreprise qu'il y a d'imagination dans la tête d'un humain. Facebook, c'est valoriser une fois l'utilisateur actif, parce que c'est une bonne ou une mauvaise valo. Aston Martin, c'est valoriser 12 fois le chiffre d'affaires quand ils sont cotés en bourse. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise valo? Ils ont réussi leur cotation en bourse. Moi, j'ai déjà vendu une entreprise qui, très honnêtement, sur le papier, ne valait pas le prix qu'elle a été vendue, mais le dirigeant l'a acheté parce qu'il avait identifié au sein de l'entreprise un savoir-faire qui l'intéressait. Ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est la valeur d'entreprise et la valeur des titres. Valeur d'entreprise, c'est la valeur de l'outil économique. C'est un moyen mémotechnique de se retenir. C'est généralement basé sur la rentabilité. On dit qu'on fait un multiple de BE, excédent brut d'exploitation, un multiple de chiffre d'affaires, un multiple de résultats nets comptables, un multiple de capacité d'autofinancement. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est mon outil de travail. Ça peut être mes bureaux, ça peut être mon usine, mon machin, mon truc, mon chouette, vaut X ou Y parce que j'ai un top 10 clients répartis, j'ai machin, j'ai truc, je suis pas trop un titu personnel, j'ai un bel outil économique. Par contre, attention, c'est pas parce qu'on a un très très bel outil économique que la valeur des titres, donc pour acheter les titres, 100% des titres, quel est le montant du chèque finalement? On a un outil économique, mais quand on achète une entreprise, on a un bilan. Et c'est là où il faut ajuster le bilan par rapport à l'outil économique. Je m'explique. Vous avez une boîte qui vaut 10 millions d'euros. Imaginons qu'elle ait 0 € de trésorerie et 5 millions de dettes. L'acquéreur, il va devoir rembourser cette dette, il va devoir payer les dettes. Et mécaniquement, on va dire que ça va être 10 moins 5 plus 0. Donc le montant du chèque, ça sera 5 millions. À l'inverse, vous avez une société toujours qui vaut 10 millions d'euros. Vous avez 4 millions de trésorerie et 1 million de dettes. Donc ça va être 10 plus 4 moins 1. Donc finalement, vous allez vendre la société 13 millions d'euros. Ce qu'il faut retenir, VE, valeur économique de mon outil économique, valeur des titres, c'est valeur économique plus ou moins mon bilan. Voilà. Et valeur des titres, le montant du chèque. C'est le chèque que le dirigeant a dans ses mains.
C'est ça qui compte. Je voulais expliquer, et on va conclure là-dessus, et après on va passer à un témoignage de Monsieur Dubois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que une entreprise, une vente d'entreprise, c'est deux choses. C'est un prix, des conditions. C'est-à-dire qu'on peut être extrêmement exigeant au niveau du prix, les conditions devront être moindres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si je veux valoriser 4 fois le prix de ma boîte, je vais avoir du mal à la vendre d'un coup d'un seul. Souvent, on va me demander un crédit vendeur, on va me demander un earn-out. Un earn-out, c'est un prix qui est objectivé. Je dois avoir 1 million de résultats nets l'exercice après ma vente, sinon on ne débloque pas mon bonus, techniquement. Le prix influence les conditions, et à l'inverse, un prix plus faible. Moi, je veux vendre très vite, je veux pas me poser de questions, je veux pas d'accompagnement, je veux toucher tout de suite, maintenant. On va demander un prix un peu plus faible, mais par contre, on va être extrêmement exigeant au niveau des conditions. Ça se joue notamment beaucoup sur la garantie d'actifs passifs. Quand on vend une entreprise, on prend des garanties, notamment sur les aspects fiscaux, et parce que le fisc peut revenir quelques années en arrière pour savoir s'il n'y a pas eu des fraudes sur la TVA, par exemple. Le dirigeant s'engage dans une garantie d'actifs passifs dans sa cession, à dire moi je mets 20% de séquestre au cas où il y a un rattrapage et quelque chose que je n'aurais pas déclaré. Et la garantie d'actifs passifs pose beaucoup de conditions après la cession. Le prix va dépendre aussi de la gap que l'acquéreur exige. Alors j'ai un peu anticipé, en fait il reste un slide. C'est les conditions de l'opération qui apparaissent dans la LOI. Voilà, on voit l'acquéreur quand on est cédant, on discute, mon entreprise elle est belle, oui moi j'ai envie de l'acheter parce que j'ai envie de faire ci, ça. On va formaliser ça par une LOI, je vous en ai parlé, c'est l'exclusivité qu'on négocie, etc. Et on va se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est une fourchette de prix ou une méthode de valorisation. Actuellement, on a deux sociétés, il y en a une où on a un prix de vente ferme et définitif. Voilà, c'est X pour la ligne. Par contre, il ne faut pas perdre de l'argent sur l'exercice en cours. Ou alors, on a une méthode de valorisation. Moi, je vous l'achète, on va faire une clôture de bilan au jour de la vente et on va faire X fois le BE pour la ligne. Ça a des vertus, ça a des limites, c'est en fonction du projet. Mais ça s'écrit et ça s'inscrit noir sur blanc dans une LOI. Après, on a le pourcentage de titres acquis. Ce que j'achète, 51, 80, 90, 99, 100% de la société. Ça, c'est un élément important. Les conditions particulières de la vente. Par exemple, on peut dire, j'ai ma femme et mon fils qui travaillent dans l'entreprise. Moi, je veux qu'ils fassent une rupture conventionnelle et qu'ils partent avec un petit chèque de 20 000, 50 000, 100 000 euros au jour de la vente. Ça s'inscrit dans les LOI. C'est ce qu'on appelle de la valeur hors bilan également. Quand on a, par exemple, des actionnaires au capital de sa société et qu'on veut aller en acheter une autre, on sait que tout le monde va se battre sur la valorisation de l'entreprise. Et on ne va pas trop regarder les conditions. Comment faire passer de la valeur sans que ça se voit trop? C'est les conditions particulières de la vente. Également, on peut survaloriser un petit peu l'immobilier qui se finance sur 15 ans par rapport à l'entreprise d'exploitation qui se finance sur 7 ans. Finalement, 100 000 euros sur 15 ans, c'est plus facilement finançable que 100 000 euros sur 7 ans. La garantie d'actifs et de passifs, ça on en a parlé, c'est une enveloppe de garantie s'il y a un carton post-opération. Il y a un prud'homme qu'on ne savait pas, il y a un client qui refuse de payer une facture parce que c'est pas conforme au cahier des charges, etc., etc. On va les piocher dans cette petite enveloppe pour faire en sorte que la partie qui acquiert la société ne soit pas pénalisée. On a l'immobilier, j'en ai parlé, c'est un élément important. On a la période et la condition d'accompagnement et le prix d'accompagnement également. Alors, j'achète cette entreprise, mais par contre, je veux vous accompagner pendant 5 ans pour la moitié de votre salaire. Ou alors, j'achète l'entreprise, vous venez travailler un trimestre, mais je vous paye une année complète. Ça, c'est pareil. C'est quand on ne veut pas payer trop cher les titres, mais qu'on est prêt à payer autrement le dirigeant. Et on a les conditions suspensives. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Par exemple, on peut mettre dans les conditions suspensives, je veux rencontrer votre principal fournisseur pour m'assurer et renégocier le contrat pour me fournir, pour pouvoir être sûr que l'année où je rachète, je me fasse pas coincer et que je puisse vendre tranquillement mes éléments. Et donc, je vais passer la parole à Monsieur Dominique Dubois, qui est un ancien client que j'ai eu la chance de pouvoir accompagner dans la transmission de son entreprise. Il y a eu beaucoup de sujets, c'est un sujet très intéressant, c'est un cas d'école de tout ce qui peut se passer dans une entreprise, dans une transmission d'entreprise. Monsieur Dubois, je vous laisse vous présenter rapidement un peu votre parcours et l'entreprise que vous avez cédée et comment est-ce qu'on a été amené à travailler ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Dominique Dubois. J'ai dirigé une entreprise familiale depuis juillet 86 jusqu'à la vente en janvier 2020. Monsieur Fertin, je vais revenir quand même sur ce que vous avez dit tout à l'heure. À un moment, vous avez dit, en parlant d'achat d'entreprise,
j'en ai ras-le-bol, je vends. Oui, effectivement, de temps en temps, on en a ras-le-bol, de temps en temps, on a envie de vendre, mais on continue de bosser et on est toujours, au moins dans l'entreprise familiale en tant que dirigeant, comme je dis régulièrement, on est à la fois passionné et un peu fêlé sur les bords, mais on va jusqu'au bout, même si on en a ras-le-bol. Donc, j'ai 66 ans actuellement, je suis un retraité heureux. Ma formation de base, je suis ingénieur d'une grande école en mécanique. J'ai pratiqué 7 ans en papeterie, dans les services techniques, à la fois un grand groupe et après une entreprise familiale. En juillet 86, la famille a racheté une entreprise de mécanique au bord du dépôt de bilan. Donc, sans passer par intermédiaire, on n'a pas payé cher, mais on a racheté toutes les dettes en même temps, ce qui était un choix. L'entreprise, à l'époque où on l'a rachetée, faisait 17 personnes et 5 millions de francs de chiffre d'affaires. Cette entreprise était très particulière, puisqu'elle était à la fois la sous-traitante de la papeterie, mais elle était aussi multimétier dans le domaine de la mécanique. Donc, je caricature un petit peu. Donc, elle faisait tout le métal, rien que le métal, activité de mécanique générale, de travaux de maintenance en entreprise, travaux de fonderie, en moulage sable jusqu'à des pièces qui peuvent faire 1 tonne, et travaux de chaudronnerie. De ce fait, c'est une entreprise très particulière parce que cette présence dans ce multimétier est quand même très rare, ce qui est important de le dire par rapport à l'objectif de vente finale. Au fil des années, donc, notre société est montée jusqu'à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et jusqu'à 85 personnes. Nous avons effectué plusieurs opérations d'acquisition au cours de ces années-là, plusieurs opérations de restructuration, des fusions, des rassemblements d'entreprises, des ventes de patrimoine immobilier. Donc au total, nous avons acheté 4 sociétés et créé une société pour, in fine, au moment de la vente, se retrouver avec une seule société. Pas tout à fait. La question s'est posée donc pour ma succession, puisque j'allais partir à la retraite, à peu près 4 ans avant mon départ à la retraite. Dans le réseau familial, je vous signale qu'il y avait 21 actionnaires dans la société, qui n'était pas tout à fait simple au moment de la vente. Dans le réseau familial, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de candidature pour prendre la succession, aussi bien en termes de direction qu'en termes de rachat, parce qu'on aurait très bien pu faire une succession pure et dure de direction sans vente d'entreprise. Et dans l'entreprise, il n'y avait pas de personne de qualification suffisante pour racheter l'entreprise. Nous avons donc décidé de vendre l'entreprise. J'ai tergiversé pendant 2 ans pour pouvoir préparer l'entreprise à la vente, c'est-à-dire on était à l'époque en très bonne santé financière, donc on a fait des gros efforts pour retrouver une rentabilité, ce qu'on a fait. On a commencé à restructurer les entreprises et on a cherché un cabinet, une officine, pour se charger de la vente de l'entreprise. Le conseil d'administration a décidé de choisir un cabinet parisien. C'était un échec flagrant, en ce sens que on n'a pas eu de contact, on n'a pas eu de suivi des opérations, et à la fin du mandat, on s'est retrouvé gros gens comme devant avec rien. Nous avons décidé, et je reviens un peu sur ce que disait M. Fertin sur la valorisation de l'entreprise, de mandater un cabinet mondialement reconnu pour valoriser l'entreprise. Et alors là, on s'est retrouvé devant un résultat de ce cabinet qui valorisait l'entreprise d'une valeur négative à une valeur très importante qui était finalement très proche de celle du prix de vente qu'on a conclu avec M. Fertin in fine. Tout ça pour dire que la vente d'une entreprise, quand on le décide mentalement dans son esprit, on se pose quand même beaucoup de questions de savoir est-ce qu'on est vendable, comment on va la vendre, qu'est-ce qu'elle vaut. Je vous rappelle que je suis ingénieur mécanicien et que je ne suis pas un spécialiste financier. Nous avons donc, après cet échec de la première officine, j'ai eu un contact par un ami, qui était le contact de M. Fertin, que j'ai contacté dans la foulée. Et nous avons avec lui monté un dossier de A jusqu'à Z. Donc ce dossier, on l'a appelé pour des problèmes d'histoire familiale SCGF. C'était un dossier assez lourd. Je vous rappelle qu'on était quand même multimétier et qu'à ce titre-là, on faisait un peu peur, surtout l'aspect fonderie. Quand on parle fonderie, beaucoup de monde a peur en disant c'est sale, c'est pas rentable, c'est un métier que je connais pas, c'est rare. Et en fait, notre entreprise de ce multimétier, c'était un atout, toucher à beaucoup de métiers. Et on pouvait être très séduisant. Donc, Monsieur Fertin m'a accompagné pour monter ce dossier, pour valoriser l'entreprise et après, une fois que c'était décidé, on a continué à restructurer l'entreprise et M. Fertin a été chercher des candidats. J'insiste aussi pendant cette période-là, c'est que l'entreprise n'a pas du tout cessé d'investir, de se modifier, de se transformer pendant ce temps de décision à la vente de l'entreprise. Je pense que c'est quand même très important pour un futur acheteur de voir que l'entreprise bouge dans le bon sens. Le dossier de M. Fertin, il s'est appuyé sur aussi un conseil juridique, une connaissance commune qu'on avait entre M. Fertin et moi, puisque la structure familiale de 21 actionnaires, avec de très fortes tensions familiales, et compliquait quand même la vente.
et un cabinet juridique nous a beaucoup aidés, à la fois pour monter le dossier technique et pour passer à travers les mailles, si je puis dire, des restrictions, des réticences familiales, puisqu'on en était venu à ce que certains actionnaires étaient prêts à s'aborder la vente uniquement par ressentiment familial. Donc voilà, très très rapidement ce qui s'est passé. L'entreprise, in fine, a été vendue en janvier 2010, en surmontant toutes les difficultés, à un prix convenable de notre point de vue, c'est ce que je pensais avant même de connaître M. Fertin, donc c'était dans notre fourchette. J'ai accompagné le repreneur qui était une personne particulière et sa famille pendant 1 mois. J'ai tout donné, j'ai tout fait savoir, j'ai tout fait connaître et j'ai eu l'impression qu'à l'arrivée, on voulait plus de moi. Mais à la limite, c'était un peu le choix de la retraite. Donc je ne dirai pas ce qui se passe maintenant pour l'entreprise. Mais j'attire votre attention, ce que j'ai appris. Il faut que l'acheteur fasse vendre son projet au prix des salariés pour les faire adhérer, ce qui me paraît primordial pour l'acheteur, en dehors du prix de négociation, l'accompagnement, etc. Aujourd'hui, il y a un problème d'adhésion des salariés au projet du repreneur, et voilà, c'est dommage. Et je conclurai également que, alors là, on était très focalisé sur le côté il faut vendre son entreprise aux acquéreurs, mais il y a également une notion importante, c'est que quand on vend son bébé, parce que souvent c'est ça, hein, on passe plus de temps au bureau que chez soi, il faut également que l'acquéreur se vende au vendeur. Ça paraît un peu contre-intuitif comme ça, mais quand on vend son entreprise, on y est extrêmement attaché à ses équipes, à tout le travail qu'on a fait ces 10, 20, 30, 40 dernières années. Et on ne peut pas arriver avec des gros sabots. On en a eu. Je crois qu'on a fait une quinzaine de visites, si ma mémoire est bonne, Monsieur Dubois. On a retenu finalement un seul projet. Alors il y en a, au bout de 10 minutes de visite, on savait que ça n'allait pas le faire. D'autres qui nous ont un peu menés en bateau. C'est ça également, il ne faut pas se dire... Parce que j'ai quelqu'un qui, à un moment, se réveille un matin en disant « j'aimerais bien acheter la société Technival », que ce sera forcément le meilleur candidat. Le but du jeu, c'est également de se garder des projets sous le coude, parce que, voilà, on a fait 15 ou 20 visites, on est allé au bout qu'avec un seul acquéreur. Donc c'est là aussi où j'insiste un peu sur le fait qu'un cabinet de fusion-acquisition, on a mis un mégaphone pour montrer la commercialisation, mais il faut le faire intelligemment, il ne faut pas aller voir la terre entière, mais mine de rien, il faut aller solliciter le marché. Il faut être proactif dans la démarche, parce que si on s'était arrêté sur les 4, 5, 6 premiers, aujourd'hui, M. Dubois ne serait pas un heureux retraité. Pour revenir là-dessus, il faut savoir que mon métier de chef d'entreprise n'est pas un métier de vendeur d'entreprise. Et à ce titre-là, l'aide qu'a apportée M. Fertin et ses services, je considère que c'est absolument indispensable et qu'on peut hésiter éventuellement, ça coûte, ceci, cela. Nous, chefs d'entreprise, on ne sait pas vendre une entreprise. Voilà, c'est un message très fort que je dis. Merci Monsieur Dubois pour être un témoignage qui est important. On essaye dans chaque conférence de faire intervenir des chefs d'entreprise. Nous qui sommes conseils, on fait ce métier-là pour ce type d'histoire. On veut accompagner les gens, que ce soit avant dans la croissance des entreprises, puisque vous avez fait plusieurs croissances externes. On a des sociétés qui se développent et on a une activité d'investissement en private equity, puis on a cette activité d'acquisition cession dont on a parlé. On adore accompagner ces opérations et surtout les mener à bout. Preuve en est, c'est que l'ensemble de nos mandats sont payés en success fees only. On est vraiment payé au moment de l'opération où chacun a signé et donc a trouvé son compte a priori. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai cru à votre projet, parce que vous payez sur le résultat et pas à l'avance. C'est important sur toutes nos différentes activités chez WeDoWin, on adopte la même position, c'est-à-dire que vous pouvez demain, si vous vendez votre entreprise ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui veut vendre son entreprise, n'hésitez pas à nous mettre en contact. Mais l'idée, c'est que de base, vous serez nos clients et on sera avant tout partenaire parce que on aligne les intérêts. C'est pour nous un fort engagement parce que du coup, ça nous coûte. Si on veut rentrer dans le vif du sujet, ça nous coûte. On a des salaires à payer et une session, c'est entre 12 et 18 mois. Donc, vous pouvez avoir un peu une idée de ce qu'on dépense en masse salariale. Oui, mais en tant que vendeur, c'est une garantie de motivation. Voilà, c'est exactement. On aligne les intérêts et on aligne les risques. C'est-à-dire que le vendeur
porte le risque de donner l'exclusivité de la vente à un cabinet, mais le cabinet porte le risque de travailler 2 ans pour aucun résultat et finalement on a payé des salaires et ça ne donne rien. Donc ça démontre une grande motivation des deux côtés. L'idée de cette réunion est de vous dire aussi si vous êtes cédant vous-même ou si vous connaissez éventuellement des potentiels cédants, on serait capable de les accompagner dans cette opération qui est très importante dans leur vie de chef d'entreprise. De la même manière, on a une activité de private equity, donc d'investissement, notamment quand il y a une reprise d'entreprise, il y a un LBO et donc on a des investisseurs et donc vous pouvez également être investisseur. De la même manière, on a un schéma qui aligne les intérêts où nous on est vraiment payé au moment de la sortie, c'est là qu'on prend nos plus-values. Voilà. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions sur ces différents sujets, on est à votre disposition. On a encore quelques minutes. Si des personnes ont des questions, vous pouvez soit les poser en direct, ouvrir votre micro pour poser la question, ou alors on a le chat box et on a quelqu'un qui lit les questions s'il y en a. Alors, on se tient à la disposition. Oui, bonjour. Je voulais savoir à partir de quelle taille d'entreprise vous occupez de sessions? On peut commencer à ouvrir le sujet à partir de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des sociétés rentables. Et après, on va jusqu'à des sociétés qui sont valorisées jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires, de 50 millions de valeur de titre, pardon. Au-delà, on n'a pas le staff et les équipes puisqu'on est souvent sur des groupes internationalisés et donc on ne peut pas s'aventurer quand c'est trop complexe. Pour parler en termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui, on a 2 dossiers qui sont entre 70 et 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui fait des valorisations aux alentours des 50 millions. Voilà. Là, au-delà, on a d'autres solutions. Le but du jeu, c'est pas de laisser les dirigeants seuls dans leur coin. On apporte toujours une solution, mais on sera une partie de la solution où on partagera la solution à plusieurs parce que il y a une limite en ressources qui est évidente. Merci. On s'adresse, pour cadrer aussi cette question de la cible, on s'adresse surtout à des sociétés qui sont dans le secteur assez plutôt traditionnel, donc industrie, loisirs, transport, logistique, distribution. Voilà, on est dans des secteurs qu'on comprend facilement, où on n'a pas besoin d'experts, notamment sur la partie investissement, sur tout ce qui est tech, santé, etc. Ça, c'est des activités qui sont spécifiques à vendre, avec des acquéreurs qui sont assez différents. Alors, on sait aussi bien intervenir sur les petits, les moyens et les gros dossiers. Nous, ce qu'on recherche, c'est un projet qui nous intéresse. Voilà. La société Technival, c'est une société très particulière, très connue dans son environnement. C'était pas une boîte facile. Monsieur Dubois en a parlé rapidement, mais c'était pas une boîte qui était forcément extrêmement rentable quand on s'est rencontré la première fois avec Monsieur Dubois. Mais on a su identifier ensemble une vraie valeur qui était au sein des ateliers. On s'est rendu compte de la force de l'entreprise et du coup on a décidé de contracter ensemble parce que c'est une décision, il y a 2 signataires sur un mandat et on n'est pas fermé. Il faut que la boîte soit un peu rentable ou sur le point de l'être, etc., etc. On ne va pas faire du restructuring. Il y a des gens qui sont très bons pour le faire et c'est pas notre métier. Mais voilà, il faut qu'il y ait une valeur qui soit identifiée dans l'entreprise. Et ça, pour ça. Monsieur Fertin, si je reviens un peu sur votre travail, si on a bien accroché ensemble, c'est que vous avez cherché à comprendre l'entreprise et vous avez compris l'entreprise. Et du coup, l'échange d'informations et le montage du dossier, c'est quand même très bien passé parce que vous avez compris l'entreprise. En fait, c'est pour rebondir sur ce que vous dites, WeDoIn, c'est un groupe qui s'est créé de zéro. C'est-à-dire, on n'a pas acheté de grosses entreprises. On est parti de zéro et on est des entrepreneurs avant d'être des financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le groupe, on a une vingtaine de personnes. On a démarré à 2 avec mon associé historique. Thomas nous a rejoint sur la partie FUSAC.
Voilà. Mais on pense d'abord à la création de valeur et pour conseiller quelqu'un, faut effectivement bien le connaître et accompagner le projet de la personne. Alors, en tant que cabinet indépendant, on a la chance de faire ce qu'on veut chez nous. Je veux pas taper sur mes confrères parisiens, mais voilà, moi je suis constamment en région, je suis constamment dans les entreprises, dans les ateliers. J'ai travaillé dans des usines plus jeunes. Voilà, je sais me promener dans un atelier, identifier la belle valeur des entreprises, et c'est là qu'on est pertinent et qu'on a notre force, c'est que quand je visite une entreprise, je passe la demi-journée, voire la journée avec le dirigeant pour comprendre ce qu'il y a dedans. Nathalie nous pose une question sur les réseaux de repreneurs. Bien entendu, on a tout un réseau de repreneurs. On a aujourd'hui beaucoup plus de repreneurs que de belles sociétés à céder. On a un fichier pour vous donner un ordre d'idée. On a 80 personnes dont on a identifié le parcours, le projet de reprise, les capitaux disponibles pour reprendre. Et donc, on a tout un fichier qu'on entretient de repreneurs, personnes physiques, qu'on entretient régulièrement au cas où une société serait à la reprise, serait à la cession chez un confrère. Et au-delà de ça, c'est encore une fois, je reviens sur chacun son métier, mais on visite plus d'une centaine d'entreprises par an qui sont à la vente, qui sont à l'acquisition, qui se posent des questions pour leur développement, qui souhaitent lever des fonds, etc., etc. Et en fait, très souvent, on parle d'un secteur d'activité et je dis, ah tiens, il y a un tel, je l'ai rencontré il y a 6 mois, je sais qu'il se pose des questions lui aussi, ça peut être intéressant. Enfin voilà, un cabinet de fusion-acquisition, il y a le travail d'analyse, tout à fait d'accord, il y a le travail de vente, de négociation, mais il y a aussi la mise en réseau. Comme on est constamment sur les routes, constamment dans les entreprises, et bien au bout d'un moment, on développe une vraie capacité de mise en relation. Et j'insiste là-dessus parce que on a eu la chance l'année dernière de pouvoir vendre une entreprise. On a été voir un individu. Moi, j'ai rencontré le dirigeant qui voulait vendre. J'ai eu la chance, 8 mois avant, d'avoir rencontré un de ses confrères qui me disait « Moi, je veux acheter ». Et bien, je suis rentré chez moi dans ma petite voiture, j'ai appelé la personne en question qui me dit oh, « C'est super, c'est parfait, je viens de sortir de chez mon banquier, il est prêt à me suivre si je fais une croissance externe. » On a étudié le projet, on est allé jusqu'au bout, le vendeur était content de vendre, l'acquéreur était content d'acheter. Voilà, on cultive de manière proactive des réseaux, que ce soit repreneurs individuels, que ce soit fonds d'investissement, que ce soit même certains secteurs d'activité qui nous intéressent, pour savoir un peu quel est le mercato, qui est acheteur, qui est le vendeur, qui se pose des questions, et etc., etc. Hier, on était par exemple sur Paris, on a vu 3 fonds d'investissement alors, de manière séparée, mais on a rencontré 3 fonds d'investissement différents avec qui on est très en lien et qui ont vraiment des gros moyens et qui ont surtout du cash à investir et des cibles, enfin une idée très claire de ce qu'ils veulent. Donc demain, on a des sociétés à vendre, on sait à qui s'adresser. Est-ce qu'il y a d'autres questions via le chatbox ou à l'oral? En tout cas, merci pour votre présence et j'espère qu'on vous a apporté un petit peu de matière et de réflexion future. On continuera ces formats-là qui, en tout cas, nous plaisent bien. Et puis, je crois que vous étiez nombreux ce matin, donc a priori, ça fonctionne. Avec du témoignage parce que c'est aussi ça qui donne du poids à notre travail. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter. Et merci beaucoup à Monsieur Dubois d'avoir pris un moment ce matin dans sa vie active de retraité pour pouvoir témoigner. C'est toujours un plaisir de pouvoir... On est toujours dans le dilemme à la retraite de savoir qu'on a quitté sa boîte, qu'on n'y est plus, et on est toujours inquiet de savoir ce qui se passe dans son ancienne boîte pour savoir si ça va bien. Donc voilà. Voilà. Très bien. Merci à tous. Beaucoup. Bonne journée. Au revoir.